Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans votre magazine Économie et Santé. Grande est notre joie de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs dans le cadre de cette émission. Le privilège est pour nous de recevoir aujourd'hui docteur et professeur Madame Lukia Aketi. Avec elle, nous allons parler des maladies respiratoires. Sans plus tarder, nous l'écoutons. Je suis le docteur Lukia Aketi. Je suis pédiatre, je suis pneumopédiatre. Je m'occupe également des maladies infectieuses. Voilà, et j'enseigne la pédiatrie. Je suis professeur de pédiatrie à l'Université de Kinshasa. Les maladies respiratoires sont en fait des maladies qui affectent les voies respiratoires. Quand je parle des voies respiratoires, j'entends par là les voies à travers lesquelles l'air passe et arrive à la fin de sa course. On a deux parties. On a la partie supérieure, qu'on appelle les voies respiratoires supérieures, qui comprennent tout ce qui affecte la gorge, le nez, les oreilles et la gorge. Nous avons les voies respiratoires inférieures où on a les bronches, les alvéoles, en fait les poumons. Voilà. Donc toutes ces maladies qui affectent les poumons, qui affectent les voies respiratoires supérieures, ce sont là les maladies respiratoires. Je vais commencer par déjà vous dire que entre les maladies des voies respiratoires supérieures et les maladies des voies respiratoires inférieures, celles qui vraiment causent beaucoup de mortalité sont les voies respiratoires, les atteintes, les maladies des voies respiratoires basses, dont la plus importante qui est la pneumonie. Et c'est la pneumonie d'ailleurs qui tue le plus d'enfants. Donc nous avons la pneumonie et parmi les facteurs qui donnent la pneumonie, les causes de la pneumonie, nous avons une autre maladie respiratoire qu'on appelle la tuberculose. Si j'ai cité les deux là, c'est parce que dans notre pays, en République démocratique du Congo, ce sont les deux maladies qui causent le plus de problèmes, surtout chez les enfants, voire même dans d'autres groupes de tranches d'âge. Mais nous pouvons citer la bronchiolite aiguë du nourrisson, nous pouvons citer la bronchite, en ce qui concerne les maladies des voies respiratoires basses, mais il n'y a pas que des maladies causées par les microbes, nous avons aussi l'asthme, qui est aussi une maladie qui affecte les voies respiratoires inférieures. Et si je dois citer quelques-unes des maladies des voies respiratoires supérieures, on peut parler de l'amygdalite, la pharyngite qui est une forme d'angine, l'otite moyenne aiguë qui est une infection au niveau de l'oreille. Donc en voici quelques-unes. Parmi les causes des maladies respiratoires, nous avons des causes qui sont dues aux microbes, donc des causes infectieuses, et puis nous avons des causes non infectieuses. Et quand je parle des causes non infectieuses, on peut avoir des causes physiques, des causes chimiques. Je vais donner des exemples. Là, la saison sèche va commencer. Nous aurons beaucoup de poussière. Donc, la poussière peut causer des affections des voies respiratoires. Donc, c'est une des causes physiques des atteintes des voies respiratoires. Mais ce qui nous préoccupe beaucoup, ce sont les causes infectieuses parce que ce sont des causes évitables. Les causes infectieuses et parmi les microbes au fait, qui affectent les voies respiratoires, surtout chez les enfants. Dans la majorité des cas, ce sont des virus. Dans presque 70 à 80% des cas, ce sont des virus qui sont à la base de l'atteinte des voies respiratoires. Et les virus peuvent donner la grippe, on en a plusieurs. Et justement, ces virus-là peuvent donner des symptômes qui peuvent au début, tant qu'on n'a pas l'atout, on peut avoir des symptômes qui peuvent ressembler au paludisme, à la malaria. C'est comme ça qu'à tort, il y a certains parents qui donnent des antipaludéens aux enfants, alors que ce n'est plus recommandé si on n'a pas une évidence d'une infection palustre
de ne pas donner des antipaludéens. Donc les virus, c'est la grande cause des maladies respiratoires chez les enfants, mais on a aussi des bactéries. Et parmi les bactéries, je vais en citer quelques-unes qui posent vraiment des problèmes. Nous avons par exemple le pneumocoque. Le pneumocoque donne une pneumonie. Nous avons par exemple l'Haemophilus influenzae. Nous avons par exemple le staphylocoque. Le staphylocoque est un microbe qui normalement affecte la peau. Mais le staphylocoque, lorsqu'il atteint les voies respiratoires, ça peut donner des formes graves de pneumonie avec voire même du pus dans les poumons. Et puis nous avons, je ne peux pas manquer, ne pas citer le microbe de la tuberculose, le Mycobacterium tuberculosis, qu'on appelle les BK. Voilà des grandes causes. Il y en a plusieurs, hein, mais en voici quelques-unes que j'ai citées. On peut prévenir les maladies respiratoires. Hein. Le premier moyen de prévention, et on insiste là-dessus, c'est la vaccination. Parce que surtout pour les maladies bactériennes, la tuberculose, le pneumocoque, l'Haemophilus influenzae, tous ces germes que j'ai cités là peuvent être évitables via la vaccination. Et nous avons la chance dans notre pays d'avoir un grand programme, le programme élargi de vaccination, le PEV, qui assure la vaccination des enfants, et les vaccins sont gratuits. Les mères n'ont qu'à se présenter au centre de santé le plus proche du domicile et leurs enfants recevront des vaccins qui pourront les prévenir contre ces maladies-là. Mais le deuxième moyen de prévention qui serait intéressant, et heureusement que cela a été développé à cause de la Covid, hein, nous avons vu avec la Covid, qui est aussi une maladie des voies respiratoires, même si je ne l'ai pas cité. Et nous avons vu donc l'hygiène, hein, l'hygiène non seulement des mains, des outils, du matériel que nous utilisons, mais également l'hygiène de la toux. Savoir tousser, parce qu'en fait, ces maladies respiratoires se transmettent via les gouttelettes. On voit bien, c'est les maladies, on dit bien respiratoires. Donc, c'est via l'air qu'on expire, les gouttelettes de salive qui sortent, c'est via cette modalité-là qu'on peut transmettre ces maladies. Et donc, les gens qui toussent, c'est comme ça que les enfants, quand, par exemple, dans une salle, dans une maison, un enfant a la grippe, par exemple, vous verrez, tout l'entourage est grippé. Les bébés sont grippés quand les parents sont grippés parce qu'on les porte et on tousse sans prendre des précautions. On tousse et on l'a vu, on a vu les recommandations qui ont été données par rapport à la toux, pour un bon usage de la toux. Donc, il faut éviter de tousser sans protéger la bouche, mais il ne faut pas protéger avec la main. Parce que si je tousse dans ma main, j'ai des milliers de virus sur ma main. Tout ce que je vais manipuler et toucher, je vais contaminer. Donc, sauf si j'ai des serviettes à usage unique, je peux tousser dans une serviette, je jette et je vais me laver les mains correctement. Alors sinon, l'autre meilleur moyen, c'est de tousser au pli du coude. La tête tournée sur le côté du bras secondaire et on tousse dans le pli du coude parce que le pli du coude, il ne va pas être en contact avec tout ce que je vais toucher. Donc, les moyens de prévention sont en fait les meilleurs moyens pour prévenir ces maladies-là. Mais nous avons aussi, quand on parle des causes non infectieuses, des causes chimiques, des causes physiques, nous avons la poussière qu'il faut éviter. En saison sèche, généralement, il y a plein de poussière, il n'y a pas de pluie. Ça peut être un facteur. La fumée, il y a des mères qui encore font la cuisson au mbaboula dans les maisons. C'est très déconseillé, ou surtout du charbon, du bois. Cette fumée-là peut être nocive. Le tabac, ça peut être nocif. Et donc, c'est recommandé aujourd'hui d'utiliser des bamboulas améliorés, ou alors de faire des cuissons à l'extérieur des maisons pour éviter de faire inhaler aux enfants ces fumées-là qui peuvent être nocives. Alors, nous avons le froid qui est également un facteur. On va être en saison sèche, les enfants non protégés qui vont rester torse nu, jouer, se refroidir, peuvent également développer de la toux. Voilà quelques moyens de prévention.
simples qu'on peut utiliser pour prévenir en fait ces maladies-là. Parce que utiliser par exemple des antibiotiques quand on a des infections bactériennes, ça c'est vraiment un stade ultime, ça c'est à l'hôpital, mais sinon à domicile on peut utiliser des moyens simples pour prévenir ces maladies-là. En fait, en parlant de tous ces facteurs-là, vous comprenez que ce sont des facteurs qu'on rencontre dans l'environnement, en étant en contact avec ces facteurs-là. Quelques enfants peuvent naître avec ces maladies-là lorsque leur mère, par exemple les mères qui ont fait la tuberculose, leurs bébés sont à risque aussi de naître avec la tuberculose. Et il y a des protocoles pour prendre en charge ces bébés-là. Par exemple, pour l'asthme, il y a des facteurs génétiques qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des familles d'asthmatiques, donc ils peuvent naître. Mais en général, ce sont des maladies qu'on contracte avec l'environnement, le contact avec l'environnement. Je vais plutôt vous parler des statistiques de la pneumonie parce que c'est elle qui cause vraiment des problèmes. Donc l'OMS estime qu'environ 11% d'enfants âgés de 0 à 5 ans, ici en République démocratique du Congo, sont atteints des affections respiratoires, notamment de la pneumonie. Et les statistiques sont encore plus graves. Vous savez, en RDC, nous sommes l'un des pays, parmi les 3 pays, qui ont les plus forts taux de mortalité liés à la pneumonie. Environ 80 enfants sur 10 000 meurent de pneumonie, alors que l'objectif du développement voudrait à ce que moins de 25 enfants dans cette catégorie-là de 0 à 5 ans meurent. Nous n'avons pas encore atteint ces chiffres-là. Donc nous sommes l'un des pays les plus affectés. C'est comme ça qu'on a des grands programmes qui s'occupent des maladies respiratoires. Nous avons par exemple le PNIRA, le programme national des infections respiratoires aiguës, des IRA. Nous avons le PNLT, le programme national de lutte contre la tuberculose. Donc ces programmes-là ont été mis en place justement pour essayer de contrôler ces maladies-là, de les éliminer, pourquoi pas les éradiquer. Ah, mais vous savez, il faut fréquenter ces programmes pour comprendre le grand travail qu'ils abattent. Hein. Je ne fais pas partie de ces programmes, mais je suis en contact avec eux, nous collaborons régulièrement. Ils ont mis en place des stratégies. Je peux dire aujourd'hui, si je prends l'exemple de la tuberculose, le pays a fait d'énormes progrès pour réduire l'incidence de la maladie dans notre pays. Aujourd'hui, l'objectif fait que 100% de personnes qui contractent la tuberculose reçoivent leur traitement. Et vous pouvez aller partout en République démocratique du Congo. Si un patient est dépisté pour la tuberculose, il a accès au traitement. Et le traitement, il est gratuit. Aujourd'hui, même le diagnostic, il est gratuit. Les tests, si on devrait payer, ça coûterait cher, mais le test pour le diagnostic, il est également gratuit. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous qu'il faut beaucoup de sensibilisation pour faire connaître le travail que fournissent ces différents programmes et pour voir quels sont les gaps, quels sont les problèmes qui restent, quelle est la part de la population là-dedans. Parce qu'au fait, il faut travailler conjointement. Hein? Il ne faut pas laisser la communauté de côté parce que la communauté a une grande part dans la prise en charge, dans la prévention de ces maladies-là. Mais la communauté doit être au courant de ce qu'il faut faire pour contribuer à la lutte contre ces maladies. Si je prends l'exemple de la tuberculose, je vous ai dit, nos centres de santé aujourd'hui sont équipés normalement en matériel de diagnostic, par exemple pour la tuberculose. Et nous avons, il y a une répartition, on a des centres de traitement qui ont des médicaments, même à l'intérieur, même si vous allez à Popocabaka, vous allez à l'intérieur du pays, vous avez ces médicaments-là. Maintenant, il faut que la population soit au courant et reconnaisse des symptômes pour dire si j'ai tel signe, je peux aller au centre de santé, je serai prise en charge. Il y a même des relais communautaires, des personnes qui ne sont ni médecins ni infirmiers, mais qui ont été informés, qui appartiennent à la communauté et qui suivent des patients à domicile en matière de tuberculose. Maintenant, pour les infections respiratoires aiguës, le travail est plus difficile parce que, comme je vous ai dit, la majorité des cas,
ce sont des infections d'origine virale. Et pour poser le diagnostic d'une infection virale, malheureusement, nous n'avons pas des kits de diagnostic. Déjà, c'est des kits qui coûtent cher, qui ne sont pas disponibles. Mais au fait, pourquoi on n'y met pas trop de moyens? Parce que les infections virales, en général, ne sont pas graves. C'est plus fréquent. Nous avons, si vous allez sur une rue, vous comptez le nombre d'enfants qui toussent, ben, vous allez peut-être trouver 4 enfants sur 10 qui toussent, mais ça va passer. Mais seulement la pneumonie qui pose un problème. Pour la pneumonie également, je sais qu'au niveau de la politique nationale, ils ont proposé l'amoxicilline comme étant l'antibiotique qu'il faudrait utiliser dans la pneumonie lorsqu'on est en communauté. Et normalement, les structures de santé, les centres de santé sont pourvus d'amoxicilline. Donc, quand ils posent leur diagnostic de pneumonie, il y a des signes simples. Maintenant, on utilise la péciménée, qui est, au fait, donc un programme pour dépister avec des moyens simples, sans outils, sans stéthoscope, et pour détecter des signes. Et pour la pneumonie également, il y a des moyens simples qui sont enseignés à ces personnes-là, au niveau des structures de santé, des infirmiers, et même des communautaires, pour reconnaître ces signes. Et si ces signes existent, les enfants qui ont ces signes-là reçoivent normalement les médicaments. Mais j'insiste pour dire qu'il y a un bémol sur la communication. La communication là-dessus est très insuffisante, ce qui fait que les gens ne sont pas au courant de tout ce qui peut se faire. Mais on sait aussi, si la mortalité reste élevée, c'est qu'il y a des problèmes. Par exemple, pour les cas compliqués qui ont besoin d'oxygène, là maintenant, si on doit aller dans des stades un peu plus avancés, combien d'hôpitaux ont accès à l'oxygène? Ça, c'est le travail que le PNIRA est en train de faire actuellement pour rendre accessible l'oxygène dans la plupart des structures de santé. Alors, maintenant, ça c'est au cas par cas. Il y a des protocoles qui existent et il y a des recommandations internationales, il y a des recommandations africaines sur la prise en charge de certaines maladies respiratoires. Et donc, nous, cliniciens, notre rôle, c'est justement ça. C'est de voir en fonction de chaque cas, quel serait le bon remède, le bon antibiotique qui sera adapté en fonction de l'agent causal. Parce qu'il y a des microbes, par exemple, qui ne répondent peut-être pas à l'amoxicilline, qui exigeraient un autre type d'antibiotique. Il y a des protocoles bien précis, parce que si on entre dans ce dossier, on va tellement s'étendre. Mais pour une pneumonie simple, au niveau de la politique nationale, ils recommandent l'amoxicilline en première intention. Mais c'est pour ça qu'il faut d'abord dire que ceci est la pneumonie. D'abord, il faut poser le bon diagnostic. Et le bon diagnostic, c'est pour ça que j'ai dit, il y a des critères. Maintenant, quand vous allez, moi par exemple, je travaille dans un milieu universitaire. Alors nous, quand nous avons des cas de pneumonie, nous utilisons des outils autres que le visuel, autre que le comptage. Nous pouvons utiliser la radiographie du thorax. Nous pouvons définir, parce que dans la pneumonie, on a beaucoup de formes de pneumonie. Donc, selon la forme de pneumonie, nous pouvons dire, tiens, selon cette forme, voilà l'antibiotique qu'il faut. Nous avons parfois des protocoles, on utilise 2, 3 antibiotiques ensemble. Par exemple, quand on a le staphylocoque, on soupçonne ou on met en évidence le staphylocoque, ça demande des associations antibiotiques. Donc ça, c'est le travail maintenant de l'hôpital de référence. Oui, et c'est pour ça que la sensibilisation, et je vous remercie pour le travail que vous faites, parce que c'est une forme de sensibilisation. La pneumonie, si elle est prise en charge à temps, elle peut guérir sans problème. Si elle est prise en charge en retard ou elle est mal prise en charge, elle peut se compliquer. Du coup, le poumon peut souffrir et produire du liquide au niveau de la membrane qui l'enveloppe, ou bien on peut avoir du pus ou des poches dans les poumons, ou bien le poumon, sa texture s'abîme. Donc, ce sont des conditions qui pourront conduire à une prise en charge chirurgicale.
sans compter par exemple les causes malformatives, hein, parce qu'il y a des enfants qui peuvent naître et développer par exemple un kyste bronchique, un gros kyste au niveau bronchique qui va nécessiter la chirurgie ou d'autres causes malformatives. Mais partant des causes infectieuses, on peut arriver à des complications et qui emmèneront à la chirurgie. Et la chirurgie cardio-pulmonaire dans notre pays n'est pas donnée, n'est pas si facile. Hein, on n'a pas beaucoup de chirurgiens spécialistes dans le domaine. On en a, heureusement, aux cliniques universitaires. Ils ne sont pas nombreux. On ne peut pas, par exemple, se permettre ça à l'intérieur, je peux dire, à Matadi, si je donne un exemple. Les patients doivent venir à Kinshasa et c'est lourd comme intervention. 1000, c'est peu. Oui, nous avons de la chance, nous avons des confrères qui ont exercé à l'étranger et qui maintenant viennent aussi nous appuyer. Nous avons aussi des confrères localement, qui travaillent localement, qui sont des chirurgiens et qui nous aident parfois à réduire énormément le coût de ces interventions-là. Donc, ils le font presque bénévolement parce que si on doit prendre le coût réel, je vais vous donner un exemple. Si aujourd'hui on doit placer l'appareil qu'il faut, un pleurévac, parce qu'après l'intervention, il faut placer un appareil qui va recueillir le liquide et tout ça, on peut en Europe avoisiner les 15 000 €. Et ici, chez nous, 15 000 €, c'est difficile. Donc si on a des confrères qui arrivent et là-dedans, il faut aussi compter les frais anesthésiques. Hein, et il y a des examens qu'il faut faire au préalable, il y a l'évaluation anesthésique, il faut prévoir des poches de sang et tout. C'est tout ça là qui rend coûteux cette intervention. Donc je me dis, si dans notre milieu, on arrive à faire ça à 2000, 2500, c'est déjà une très très bonne chose par rapport au coût réel que ces interventions-là devraient coûter. On a des gros problèmes. Nous vendons, si nous allons là au marché, à côté du marché derrière, nous allons voir par terre des médicaments en train d'être vendus. La contrefaçon a atteint ce pays et ça, je pense que les responsables doivent vraiment faire un effort pour nettoyer, surveiller, contrôler. Parce que ces médicaments aujourd'hui sont aussi à la base de beaucoup de complications, dont des complications rénales. On reçoit aux cliniques universitaires, nous avons une unité de dialyse pour les enfants et on reçoit des enfants qui arrivent, qui ont fait des complications parce qu'ils ont reçu des médicaments qu'il ne fallait pas. Donc ça, c'est un véritable problème et je pense qu'il faut vraiment que les responsables puissent s'asseoir là-dessus. On a déjà beaucoup de problèmes de santé. Il ne faut pas qu'on rajoute à cela le problème des médicaments qui n'ont pas été contrôlés. Il faut des médicaments de qualité. Nous avons l'OCC qui doit veiller à ce que chaque produit qui est accepté, qui doit entrer au niveau du pays, soit contrôlé, vérifié. Mais la contrefaçon, ça, je peux vous dire que nous voyons les conséquences à l'hôpital, donc je ne peux pas nier cela. Donc le problème est réel. Je pense que ce n'est pas un problème facile que les cliniciens pourraient gérer. Il faut vraiment que le contrôle se fasse à différents niveaux, que les différents responsables qui ont ça comme tâche puissent s'atteler à le régler. Sinon, nous allons avoir d'autres problèmes de santé qui vont surgir à cause justement de la prise de ces médicaments. Le problème, c'est le contrôle de qualité, la vérification et le respect des différentes étapes sur la production des médicaments. Moi, je connais une firme congolaise ici, hein. Je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire de la publicité. Il y a une firme locale qui produit ces médicaments et qui suit les critères de fabrication des médicaments. Quand on les respecte, on peut avoir des bons produits. Donc, il n'est pas dit que c'est l'exclusivité des Européens. Le problème, c'est que eux, ils se rassurent sur la chaîne de production des médicaments jusqu'à la livraison. Et c'est peut-être ça qui nous manquerait. Donc, je ne dirais pas qu'ils ont l'exclusivité. On a certainement d'autres médicaments qui seraient bons, mais il faut de la rigueur. Il faut que nous soyons sûrs que dans la chaîne de production, il y a eu le respect de toutes les normes
à tous les niveaux jusqu'à la livraison au niveau du patient. En tout cas, le grand conseil que je vais donner aux parents, je suis moi-même pneumologue, pédiatre, c'est de veiller aux mesures de prévention. Et c'est le meilleur moyen. Prévenir, c'est le meilleur remède. Il ne coûte rien. Hein, c'est vraiment de faire attention. Déjà, de veiller à une bonne alimentation équilibrée des enfants. Parce que parmi les facteurs qui fragilisent aussi le système immunitaire des enfants, il y a la malnutrition. Donc, veillez déjà à ce que les enfants mangent bien. Alors, dire que les enfants mangent bien, vous me direz, on n'a pas les moyens. Parce que nous pensons que bien manger, c'est manger la viande. Donc, nous avons de l'espace. Chez nous, tout pousse. Les légumes apportent beaucoup d'oligo-éléments. Les fruits apportent beaucoup de vitamines qui renforcent le système immunitaire. Or, nous avons des arbres fruitiers dans nos parcelles. Nous avons de l'espace où nous pouvons planter des légumes. Donc, chère maman, cher papa, n'attendez pas à avoir de l'argent pour aller acheter sur le marché. Plantez. Vous avez un petit espace. Vous pouvez avoir vos matembele, hein, et vous les faites cuire tous les jours si vous n'avez que ça. Et peut-être trouver un petit morceau, hein, de poisson, vous mettez dedans. Ça peut aider les enfants, donner des fruits, ça, alimenter les enfants. Secondo, habiller les enfants correctement. Nous sommes en saison sèche, ça va commencer. Il faut habiller les enfants, il ne faut pas qu'ils attrapent froid. Évitez le ventilateur, c'est très nocif. Évitez la fumée. Ne faites pas des cuissons au marcala, au koni, dans les maisons. Faites-les à l'extérieur, loin des enfants. Évitez de fumer dans les maisons, surtout là où il y a des enfants. Aérez les maisons. Nous avons la mauvaise habitude de nous renfermer, de fermer les fenêtres. Il faut la journée aérer nos maisons, apporter de l'air frais, et la nuit, fermer les fenêtres. Voilà. Alors, aussi, évitons quand nous sommes malades, évitons de tousser en face des enfants. Nous n'aimons pas beaucoup le masque, alors sachons tousser comme je l'ai montré tout à l'heure, au pli du coude, et évitons de libérer les virus dans l'air, parce que quand on tousse, les virus restent dans l'air et peuvent rester en suspension plusieurs heures. Et il suffit qu'un enfant soit à proximité pour qu'il puisse contracter la maladie. Et lorsque nos enfants développent des signes de maladie, n'hésitons pas à les emmener. Si on ne sait pas emmener dans des grands hôpitaux, au moins dans le centre de santé le plus proche du domicile, les personnes qui sont là ont été formées, ont reçu une formation pour prendre en charge ces cas-là. Nous avions eu au mois de février un grand congrès de la Société des pédiatres du Congo démocratique, et au cours de ce 11e congrès, nous avions émis des recommandations justement parce que parmi les points, les problèmes qui ont émergé lors de la discussion, il y avait le problème des affections respiratoires. Et donc, les recommandations ont été élaborées et ont été transmises aux personnes qui devaient les recevoir. Et je sais que normalement, il y a une mise en place, il va y avoir une mise en place d'une commission qui va faire le suivi. Déjà, par rapport à la vaccination, on avait souhaité qu'il y ait un rappel de vaccin parce que pour le moment, avec le nouveau calendrier, on y va jusqu'à 15 mois avec le vaccin contre la rougeole. On avait voulu qu'il y ait un rappel au moins de vaccin contre le pneumocoque, contre la coqueluche, hein, avant l'âge de 2 ans, qu'on ait un rappel à cet âge-là. Et les collègues qui président la SOPECOD donc, ont mis en place, disons, une commission qui va s'occuper du suivi de ces recommandations et également des recommandations au niveau des différents programmes pour la collaboration. Et pour ça, la collaboration a déjà commencé avec le PNIRA, avec le PNLT. Moi qui vous parle, je siège parfois dans le groupe pédiatrique au niveau du PNLT pour réfléchir sur les recommandations sur l'amélioration de la prise en charge des cas de tuberculose chez les enfants.
de la fin, c'est de vous remercier et de profiter de cette opportunité pour également sensibiliser les autres médias, pour faire sensibiliser les patients, sensibiliser la population, parce qu'avec la sensibilisation, on pense qu'on pourrait atteindre mieux les objectifs. Si on lâche la communication, on a vu avec la COVID, quand elle est arrivée pour la vaccination, il y a eu un problème de communication, il y a eu des problèmes. Donc je pense que c'est une partie importante de la lutte contre les maladies, la communication, la sensibilisation, parce que rien qu'avec ça, on peut déjà évoluer dans la réduction des cas au niveau de notre pays. Eh bien, chers téléspectateurs, nous voici à la fin de votre magazine Économie et Santé. Je rappelle que nous avons parlé des maladies respiratoires avec le docteur Lukia Keti. Au revoir, à la prochaine.